Ils sont nombreux, ces hommes et femmes, qui perdent la garde de leurs enfants au quotidien au Cameroun. On sait, c'est un véritable phénomène. Et dans ce phénomène, ce sont les femmes qui sont les plus touchées parce qu'elles ne supportent pas la séparation. Regard social de ce soir se penche sur le cas de Virginie Ngalleux qui a perdu la garde de sa fille âgée de 5 ans il y a pratiquement 2 ans aujourd'hui. Et selon ses dires, son beau-père a décidé qu'elle ne verrait plus cet enfant jusqu'à nouvel avis. Et simplement pour avoir revendiqué le droit de visite de cet enfant, elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Regard Social. Je suis Flavien Dongo. Bienvenue à tous. Elle est déjà sur ce plateau, Virginie Ngalleux, celle-là qui, depuis quelque temps, n'arrive plus à passer des nuits entières, en tout cas comme des hommes, des personnes normales, je voudrais dire. Elle a perdu le sommeil carrément depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui parce qu'elle veut avoir à ses côtés son enfant, son premier amour. Virginie, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Très mal. Je vais pas bien. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, 3 mois, je suis séparée de ma fille Daphné. Donc, j'ai pas de sommeil. Et ça me traumatise au point où j'ai failli me suicider. Vous êtes pourtant belle, vous n'avez pas perdu l'éclat de votre beauté. Comment vous savez que vous êtes traumatisée? Je suis affectée parce que ma fille, mon amour que j'ai eu, ma fille unique, pour le moment, je n'ai qu'elle seule. On me l'a arrachée. Ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui. Et j'ai essayé même d'arranger à l'amiable avec le père de son enfant. Il m'a demandé d'oublier que j'avais accouché. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous, les téléspectateurs veulent savoir ce qui est arrivé. Il n'est pas venu, un de ces 4, arracher l'enfant et est parti, quoi. D'accord. On s'était rencontrés depuis le lycée. Il me comptait fleurette. Et c'est quand je l'ai revenu de la Chypre que j'ai accepté ses avances. Nous étions ensemble. Je l'ai présenté chez ma maman. Elle a fait pareil. Et c'est comme ça qu'on se côtoyait. Je me comportais chez eux quand j'allais là-bas comme sa soeur, comme la fille de sa maman. Parce que sa maman n'a pas de fille. Elle n'a que 5 garçons. Et à ma grande surprise, j'ai confirmé qu'elle ne m'avait pas accepté. Alors, vous voulez dire que de cette relation est né un enfant? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? La belle famille a fait quoi? La belle famille n'avait pas de problème. J'ai dit tout à l'heure que moi j'allais là-bas de temps en temps. Quand j'ai su que ce gars me trompait, j'ai décidé de rompre. En 2013, puisqu'on a commencé à sortir en 2010, j'ai décidé de rompre avec ce dernier. En 2013, c'était en avril 2013. Il y avait tellement les éclats de voix parce qu'il se plaignait que même si c'est n'importe comment, c'est pas ma mère qui va choisir ma femme. C'est pas ma mère qui choisira ma femme. Sa mère à lui? Oui. Parce que sa maman m'avait dit que si je veux que mon fils t'épouse, il va le faire. Si je ne veux pas, c'est ton problème. N'espère même pas. Quand je l'ai regardé comme ça là, c'était comme un cauchemar, alors que c'était la réalité. Un week-end, j'étais là-bas. Il est sorti. Parce que de temps en temps, j'ai aidé sa maman à préparer son bouillon. Tout le matin, il y avait les jours où j'étais fatiguée. Quand je me fatiguais, je me réveillais pas de sitôt. Son fils lui dit, maman, il y a temps qu'on doit aller chez les Virginie. Elle dit carrément, tu iras là-bas seule.
Le gars lui dit, si tu ne m'accompagnes pas, j'irai avec mon père. C'est comme ça qu'il monte pour me retrouver, passer là son appartement dans leur concession. Il me trouve réveillé. Il était estomaqué de me voir sur le lit. Il a dit, ah bon? Donc c'est ça. Il dit que ce n'est pas ma mère qui choisit ma femme. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc le problème que je vis présentement, ça a été causé par sa maman. Par sa maman, elle ne m'avait jamais accepté. Elle ne m'avait jamais accepté. Moi, je l'acceptais comme ma mère. Elle me traitait de bonne, de ménagère. Ça ne me disait rien. Le gars me demandait d'avoir espoir et de supporter. À un moment donné, j'ai renoncé. Parce que c'était de trop. C'était de trop. C'était comme si le mariage était une fin en soi. Puisqu'elle me l'a dit, hein, on ne va pas te marier. Tu n'as encore rien vu. C'était tout. Oui, c'était tout. Et comment est-ce que et quel était le problème de l'enfant dans tout ça? Le problème de l'enfant avait commencé quand son père avait fait 4 mois sans m'envoyer de l'argent. Pour l'enfant, elle avait à peine 1 an. Il avait fait 4 mois. Il y a une nouvelle conquête à Bafoussam. Il avait une nouvelle conquête. C'est un garçon, le père de ma fille est irresponsable et infidèle. Parce que lui, il passe le temps à déranger les têtes des enfants des autres dans ceux dehors. Puisqu'il en a fait 4 enfants avant la mienne. 4 enfants, 4 mères, avec 4 mères différentes. Moi, je n'ai que ma fille unique. Donc, c'est un gars infidèle. Parce que... Vous êtes la 5e maman, vous voulez dire? Je suis... Je peux dire, je suis la 6e, hein, parce qu'il a perdu un. Je suis la 6e. Et était avec moi, il continuait à appeler ses ex. Il continuait à appeler. Une nuit, j'étais à Bafoussam. Son ex de Yaoundé l'avait appelé. Je veux que tu m'aides financièrement, je veux travailler aux impôts. J'ai dit, avec qui tu parles? Je lui demande, tu parles avec qui? Il me dit, pourquoi tu veux savoir? J'ai dit, ah bon, hein? Il me dit, mais c'est celle de Yaoundé, non? J'ai dit, Laura, il dit oui. J'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Et ce jour, c'était chaud. C'était chaud. Il avait passé la nuit dehors. Il a l'habitude de le faire. C'est un coureur de jupons. Alors, jusque-là, je ne vois pas encore le problème de l'enfant. L'enfant est tranquille dans tout ça. L'enfant est tranquille. Ma fille a besoin de moi. Je ressens cela. Parce que quand j'allais là-bas de temps en temps, quand l'enfant voulait rester près de moi, on l'appelait. Akou Coco, viens. Akou Coco, viens. Un jour, elle me dit, maman, papa, dérange-moi. Hein. Elle appelle son grand-père papa. Parce qu'elle appelle son père Georges. Elle me dit, maman, papa, dérange-moi. J'ai dit, ça va, mon bébé. Donc, l'enfant, là, elle-même, elle ressentait certaines choses. Elle ressentait certaines choses. Alors, je voudrais davantage comprendre, tout comme les téléspectateurs, ce qui est véritablement arrivé. Vous dites c'est la mère de votre copain qui n'a pas voulu que vous soyez son épouse. Oui, elle n'a pas voulu parce qu'elle dit, je déteste les Bamileke. D'ailleurs, il y avait un problème de tribalisme en elle. Elle ne sait pas si elle a changé. Oui, et maintenant, l'enfant, comment est-ce que vous avez perdu la garde de l'enfant? À quel moment? Quand le père de l'enfant a fait 4 mois sans envoyer de l'argent pour l'enfant, je l'appelais, quand j'appelais, c'est sa copine, sa femme qui répondait, sa nouvelle conquête de Banjoun là, qui répondait. Elle dit, c'est pas toi le père de Daphné, passe le téléphone au père de Daphné. Il m'appelle, il me dit, je n'envoie pas. Je n'envoie pas. Il dit, ok, c'est d'abord mon enfant. Elle a habité dans mon ventre, n'envoie pas. Je vais me battre pour elle. C'est comme ça, quand il avait senti que j'étais ferme, il dit, je vais penser dans la semaine qui suit. Si j'ai quelque chose, je vais t'envoyer. Il dit, fais comme tu veux. Quand il venait tous les week-ends à Douala, il me dit, le premier week-end qu'il était arrivé à Douala, il m'invite au bar, le métro, à la Cité des Palmiers. C'est là où je réside, chez mes parents.
je prends un pot avec lui. Il me dit, je vais voir Daphné. J'ai dit, non. Il dit, je vais te casser la bouteille sur la tête. Où est Daphné? Il dit, aujourd'hui, tu veux voir Daphné. Tu as fait 4 mois sans rien regarder à Daphné. Aujourd'hui, tu veux voir Daphné par rapport à quoi? Va chercher tes autres enfants. Ta femme qui abandonne n'a pas un enfant avec toi. Parce que toi, tu es Mongo Faya. Va chercher tes autres enfants. Tu ne verras pas Daphné aujourd'hui. Il me dit, aujourd'hui, pas demain. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive, attends-moi. Je vais chercher Daphné. Quand je vais à la maison, Daphné était en train de jouer là avec mes soeurs. Je porte l'enfant. Je fuis avec l'enfant. Je vais chez ma fille copine. Il arrive là-bas parce qu'il savait que j'étais... Donc on avait plus de confidence, ma fille copine. Il dit, elle est où? Je suis venue chercher mon enfant et elle est où? Je m'étais cachée chez son frère. Il a fait un bruit, il a fait tellement un vacarme là-bas. Oui, maintenant... Il ne m'avait pas vu ce jour. Oui, et c'est quand, en fait, c'est quel jour qu'il a choisi, en tout cas, pour prendre l'enfant et quelle est la méthode qu'il a utilisée? Okay. Quand ça s'était passé, je suis restée tranquille. J'ai dit, pourquoi je fais ça? L'enfant a droit à une mère et à un père. J'ai renoncé. Parce que ce que j'avais dans ma tête, c'était terrible. Pourquoi? Parce que il avait fait 4 mois, il n'envoyait rien pour l'enfant. Il avait sa conquête qui commandait son esprit. Il me dit, ouais, tu ne peux pas comprendre que je vais changer, je peux changer. Je dis d'accord. Mes copines me disent, ouais, ne refuse pas l'enfant, laisse, il vient rendre visite à l'enfant. Mon grand frère m'a dit, il faut le laisser, il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'enfant, laisse. Donc, je l'avais habitué que tous les vendredis, qu'il vient chercher l'enfant, le dimanche, il la ramène. Donc, les vendredis, l'enfant ignorait de lundi à jeudi. Le vendredi, elle prenait son petit sac, elle me dit, maman, on part. Je dis que oui, ton père n'est pas encore là. Maman, on part. Je dis d'accord. Donc, j'avais habitué l'enfant avec sa famille de Niala. Un beau jour, il me dit, tu penses que ça va toujours continuer comme ça? J'ai dit que, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, vraiment, tu sais qu'à la BICEC, il était guichetier intérimaire. Tu sais qu'à la BICEC, quand tu m'appelles concernant Daphné, hein, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu ne sais pas que mes parents sont aussi à Douala, s'il te plaît, j'ai garé, ou c'est combien de millions, il avait dit combien, presque, ou c'est 1 million, je ne sais plus trop. J'ai dit, ah bon, hein? Et je fais donc comment? Tu es égaré, n'est-ce pas, tu vis ta vie, tu ne manges pas, tu ne sors pas, tu ne t'habilles pas, tu ne vas pas en boîte. Il me dit, c'est pas ça le problème, s'il te plaît, tu peux aussi aller laisser l'enfant chez mes parents pour quelques jours. J'ai dit, d'accord. Elle est habituée avec vous. C'est comme ça que je fais le petit sac de l'enfant. Je vais à Niala. L'enfant passe 5 à 6 jours. Je vais là-bas. Je dis, je suis venue reprendre l'enfant. Sa maman me dit, pourquoi? C'est aussi le chez eux ici. C'est aussi le chez eux ici. Elle demande à sa maman, qui a bu, qui a mangé? Qui a bu, qui a mangé? Je suis venue récupérer mon enfant. Tu ne me veux pas. Tu ne veux pas d'un arbre, mais tu adores ces fruits. Je veux. L'enfant me dit que non. Daphné ne peut plus partir comme tu pensais. C'est son père qui va décider. C'est là où j'ai confirmé que, hey, il y a certaines choses qui ne marchent pas. J'appelle le gars. Il me dit que, mais est-ce que moi j'ai les moyens pour élever Daphné avec les problèmes que j'ai à la BICEC? Il dit, et c'est mon problème. Si tu n'as pas les moyens, ça fait quoi? Mes mains sont coupées, mes pieds sont aussi coupés. Je vais me battre. J'étais aux assurances, j'étais agent commercial à Colline Assurance. Il me dit que le travail des assureurs là, hein, le travail des assureurs là, tu vas te battre. J'ai dit, ce n'est pas ton problème. Moi là où je suis là, même s'il fallait que je vende de l'eau glacée pour l'enfant, je vais le faire. Il dit, pourquoi? C'est pas mon enfant. Alors, Virginie, je voudrais qu'on aille droit au but parce que il y a plein de questions. Les téléspectateurs veulent savoir exactement ce qui s'est passé. Le jour-là, vous allez, votre belle-mère, entre guillemets, décide de ne plus vous remettre l'enfant. Et vous rentrez chez vous. Oui, je rentre. Je en disant rentre quoi? sans l'enfant. En disant En quoi? appelant le gars.
Oui, vous l'avez appelé. Oui, il m'a dit que est-ce qu'il y a un problème? Il était d'accord avec oui, il était d'accord avec sa mère. La position de sa mère. Oui. Oui. Est-ce que dans cette famille, vous aviez des problèmes avec tout le monde? Non, pas du tout. Ses frères quand même vous supportaient? Pas du tout. Il a ses frères, mais il y a l'un de ses frères qui n'acceptait pas ce que sa maman disait. Il n'acceptait guère. Les autres, il y a son frère qui le suit, qui est au Bir. Bon, il a Limbé, donc il ne vivait pas dans la maison avec nous. Ses deux petits frères qui étaient là, il y a le dernier là, il ne parlait pas. Bon. Alors, depuis ce jour-là, vous n'avez plus vu votre enfant? Je n'ai plus vu mon enfant. Depuis qu'elle avait refusé que je rentre avec l'enfant, oui. Ce sont les choses de 2013. Ce sont les choses de 2013. Parce que j'ai une photo de 2012 là, décembre, elle était chez nous. En 2013, elle a fêté Noël 2013 là-bas. Ce sont les choses de 2013. Et qu'est-ce que vos parents ont dit alors? J'avais fait part de ça à mon père. Il avait simplifié. Il avait simplifié. C'est en 2014, en janvier 2014. Je travaille à Orange Money. À Orange Money, comme agent commercial. Le père de ma fille m'appelle. Comme tu vois, il y a un problème. Je dis lequel? Avant ça, j'allais rendre visite à ma fille tous les 2 jours. Quand j'arrivais à Nyola, je trouvais que l'enfant n'est pas là. Je demande Désiré, Daphné est où? Il me dit, ils ont voyagé. J'appelle le père de ma fille. Comment est-ce qu'on se dépasse avec mon enfant sans que je ne sache? Moi, je n'ai jamais mis pied à Bafia. Mon enfant il a contourné tout Bafia. Ça ne me plaît pas. Alors, jusque-là, on ne perçoit pas encore le problème. Oui. Parce qu'on sait que la belle-mère ou votre belle-mère, entre guillemets, est restée avec l'enfant. C'est toujours votre enfant. Vous voulez forcément vivre avec l'enfant auprès de vous, c'est ça? C'est ça mon problème. Mais est-ce que vous avez les moyens pour l'encadrer? Bien sûr. J'ai les moyens. Je me débrouille. Parce que ce n'est pas toutes les fois qu'il envoyait de l'argent et je me débrouillais. Ce n'est pas toutes les fois qu'il envoyait. Parce que quand je tombe enceinte, j'étais agent commercial MTN, RMS. Décidément, vous avez fait le tour de toute façon. Oui. Alors, ici, il est quand même question de comprendre aussi la réaction des parents. Il y a des parents de deux côtés. Votre père, si lui l'a négligé, et le père de votre amant, entre guillemets, a dit quoi? Le père il était d'accord? Le père de mon amant. Le père de mon amant s'est opposé, c'est-à-dire que, comme il était un homme en tenue, il m'avait dit, si tu veux prendre l'enfant, il va falloir un procès verbal. J'ai dit, mon enfant, procès verbal par rapport à quoi? Parce que tu ne peux même pas t'occuper de cet enfant. Tu ne peux même pas t'occuper de cet enfant. Mon enfant est né saine et sauf. Aujourd'hui, elle est possédée, elle tombe. L'enfant tombe, elle est possédée. Le palu est monté, c'est descendu, je ne comprends plus rien. Mais ça fait quand même 2 ans. Et vous n'avez pas pensé à faire un autre enfant et oublier? C'est pas si facile pour moi. C'est pas si facile pour moi parce que c'est mon premier enfant. Et je n'ai pas eu l'affection, je ne lui ai pas donné l'affection maternelle. L'enfant cherche toujours son parent, on le sait. Pas si vous pouvez laisser faire d'autres enfants et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident pour moi. C'est un traumatisme total pour moi de rester 2 ans, 3 mois dans la même ville sans voir ma fille. C'est traumatisant. J'ai failli même me suicider. C'est traumatisant pour moi. Traumatisant. C'est pas évident. Alors, et qu'est-ce que vous entendez faire maintenant? Vous n'avez pas votre enfant, vous n'avez plus j'allais dire votre amant, vous avez été perdu. J'ai essayé de remettre ça entre les mains de l'Éternel. J'ai compris que il y a certaines personnes qui se prennent la tête en disant on va écraser les petits poissons. C'est ma prière qui me soutient jusqu'à l'heure actuelle. Parce que je suis passée par voie légale. Le gars m'a dit mange tes petites miettes. Tant que mon père vit, il va te montrer que nous avons les relations et mets dans ton sale crâne
que mon père a été un commandant. Mon petit frère Bi, tu n'es rien, tu n'as rien. Ça devrait vous décourager. Et ça ne m'a pas toujours découragé. Ça ne m'a pas toujours découragé. Je lui ai dit, tant qu'il y a espoir, il y a vie. Ça ne m'a pas toujours découragé. Il me dit, tu vas faire donc comment? Tu vas donc faire comment avec ta situation là? Je t'ai dit, on n'allait jamais même à la cour d'appel. Mange tes miettes. Je vais te montrer que mon père a les relations. Donc, alors, votre papa vous a demandé de laisser tomber et d'attendre que le temps... Mon papa. Oui. Parce qu'il voyait l'ampleur, quand il voyait mon état. Parce qu'un jour, le père du gars appelle mon père en lui disant demande à ta fille Virginie de ne plus mettre les pieds chez moi. Sinon, elle va recevoir une balle dans sa tête. J'ai dit à mon père, laisse, je vais là-bas. Je vais là-bas. Mon père me dit, ne pars pas, ne pars pas. C'est comme ça qu'il tremble. Avant ça, il y a eu une scène qui s'était produite. Je vais rendre visite à l'enfant. Il me dit, tu veux rendre visite à l'enfant. Quand tu es rentré, l'enfant est resté tombé malade. Il dit, ah bon? Donc moi, j'ai accouché mon enfant pour hanter mon enfant. L'enfant est resté tombé malade parce qu'elle a besoin de sa maman. Vous ne comprenez pas? Elle a besoin de sa maman. Vous voulez quoi? Il me dit, on ne veut plus que tu mettes les pieds ici. J'ai dit, ah bon? Demain, je viendrai prendre mon enfant en pleine journée. Le lendemain, donc c'était un dimanche. J'étais avec mon petit ami. Il m'avait accompagné là-bas. Ah, directement, vous avez un ami? Oui, il m'avait accompagné là-bas, mais lui, il était à l'écart. Qu'il vous conseille de laisser tomber? Simplement, vous faites d'autres enfants, non? Donc, papa, il dit, c'est pas facile, parce que le grand-père de ma fille, ce commandant-là qui dit qu'il a le Cameroun, là, a voulu me montrer que quand on porte la tenue, là, on a autorité. Donc, on a peur de personne dans ce pays. Ça, on a compris, Virginie. Maintenant que votre fille n'est pas avec vous, elle est loin de vous, je voudrais dire, vous êtes même dans la même ville. C'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous souhaitez quoi? Je suis dépassée. Parce que je l'ai même... On l'a convoqué à la Légion. Je suis dépassée. Parce que ce garçon a toujours eu l'esprit de corruption avec son père. Alors, s'il venait tout de suite là, à se placer devant vous, et qu'il vous dise, Virginie, on laisse tomber, on reprend notre vie. Jamais. On ne dit jamais, mais je dis jamais. J'ai tout vu là-bas, je dis jamais. Son infidélité peut m'envoyer hors de moi. Je dis jamais. C'est la raison pour laquelle vous l'avez quitté? Oui. Son infidélité et sa maman qui détient la vie des enfants des autres. Et il a donc dit, bon, puisque vous le barrez, il récupère l'enfant. Oui, c'est un chantage. C'est même un chantage. C'est même un chantage. Oui, prouvez-lui que vous pouvez également faire d'autres enfants. Pas pour le moment. Ok. Virginie, je rappelle que vous êtes notre invitée pour cette première partie et que vous souhaitez forcément avoir votre enfant, mais vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de possibilités. Vous souhaitez que les gens vous aident à récupérer cet enfant? Oui. En faisant quoi? En plaidant. Plaidant pour moi. L'enfant a quel âge? Elle aura 5 ans le 9 octobre. Elle aura 5 ans le 9 octobre. D'accord. Je voudrais vous inviter à regarder la vie de Virginie depuis 2 ans. 2 ans qu'elle a perdu la garde de sa fille. Virginie est devenue une autre femme. Elle ne cesse de penser à sa fille tous les jours. C'est ce que nous avons constaté dans ce reportage qui a été réalisé avec la caméra de Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme, assisté bien entendu de Emmanuel Loapi, qui est donc le responsable de la production. Juste après cela, nous allons recevoir des experts sur ce plateau pour davantage comprendre la question.
Le jour se lève sous une pluie battante. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette ville cosmopolite, les rencontres sont faites entre tribus. Virginie Galleux que voici, il y a 15 ans de cela, rencontrait l'homme qu'elle croyait être celui de sa vie. Les deux personnes vivaient au début de leur relation un amour parfait. De cette union est né un enfant. La venue de cette progéniture dans le couple a créé aussitôt un malentendu entre Virginie et son amant. Il me cachait beaucoup de choses, j'étais bloquée. J'étais bloquée, je ne croyais qu'en lui parce que je l'aimais de tout mon cœur. Lui jouait avec mes sentiments. Et quand j'ai ouvert les yeux, aujourd'hui je suis en plein carrefour. Virginie s'est laissée séduire par le langage mielleux de son fiancé, jusqu'au jour où elle découvre la vérité cachée. Quand j'ai su que mon ex-ami avait 4 enfants pour 4 mamans, j'ai été traumatisée et je ne savais plus quoi faire. Aujourd'hui, ce mariage a été bafoué par sa famille et par la complicité de ses frères et sœurs. C'est donc après cette découverte que débutent les malheurs de Virginie. Son homme décide alors de lui retirer son premier amour, l'enfant. Il m'a privé de voir ma fille qui aura 5 ans le 9 octobre. Ça fait 2 ans, 3 mois que je ne vois plus cet enfant. Je ne sais plus quoi faire. Je suis dans la même ville, à Douala, mais je ne parviens pas à m'y rendre là-bas. Virginie n'aurait jamais imaginé que cette relation allait tourner au vinaigre. Aujourd'hui, elle s'imagine dans un désert, seule et surtout sans repère. J'étais engagée et notre engagement s'était basé sur le mariage et il y a eu blocage et problème de tribus créés par sa famille. Aujourd'hui, me voici en plein carrefour. Je n'ai ni enfant ni mari. Parce qu'une mère qui vit sans son enfant, elle est considérée comme celle qui n'avait jamais accouché. Je suis privée de cet enfant par le kidnapping de son père. Depuis l'enlèvement de sa fille chérie, la jeune dame de 29 ans ne connaît plus la véritable image de son enfant qu'elle dit avoir perdu de vue depuis bientôt 3 ans. Ça fait 2 ans, depuis 2014. Mais 2014 jusqu'à nos jours, je ne connais pas quelle couleur mon enfant a. Chaque fois quand je pense à ma fille, je prends une de ses photos pour regarder. Étant donné que dans tous mes sacs de sortie, ça contient une de ses photos. Je prendrai le temps de mieux t'aimer, encore plus fort. Cette photo qu'elle tient dans ses mains est le seul souvenir de sa fille qui lui permet aujourd'hui de garder espoir. L'espoir de revoir un jour sa progéniture. Pourtant, l'enfant réside dans la même ville que sa mère, mais il est impossible pour elle de la voir. L'enfant réside chez ses parents à Niala, donc chez les grands-parents de ma fille. Tous les week-ends, j'allais rendre visite à l'enfant. Il y avait les moments où j'achetais des yaourts, des habits. Quand j'arrivais là-bas, je ne trouvais pas l'enfant. Je demandais à ses frères où se trouvait Daphné. Il me répondait, elle a voyagé. Quand j'appelle le père de ma fille, comment se fait-il que l'enfant voyage sans que tu ne me fasses signe? J'arrive chez vous, je ne trouve pas l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Il me dit carrément que je dois oublier que j'ai l'enfant avec lui. Je dois mettre dans mon sale crâne que je ne verrai plus mon enfant. J'ai été menacée. Menacée par lui et par son père. Des menaces et encore des menaces pour une mère qui n'a besoin que de voir
Je ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, je suis en plein carrefour. Une mère qui reste sans son enfant, quel amour maternel l'enfant aura? Malgré toutes ces menaces, Virginie n'a pas baissé les bras. Elle a engagé des démarches pour conquérir l'amour de sa vie. Mais hélas, j'ai tout fait, ça n'a pas donné. J'ai même demandé au père de ma fille qu'on essaie un peu d'arranger à l'amiable. L'enfant peut fréquenter là-bas 9 mois, l'enfant passe 3 mois de vacances. Il a dit non. J'ai dit l'enfant peut rester avec toi le lundi à vendredi, le samedi tu viens me déposer l'enfant. Il dit oublie que tu as l'enfant, je vais te montrer que j'ai des relations, je vais te montrer que tu n'as pas l'enfant. Tu n'as pas accouché un enfant. Le grand-père de ma fille m'a appelé en me traitant de sale pute qui devait m'amputer une balle dans la tête. Si jamais je connaissais encore son portail, je suis dépassée. Aujourd'hui, je ne sais pas comment l'enfant évolue. La jeune dame qui se souvient qu'elle est une mère et femme de ménage semble avoir perdu tout espoir après les démarches qui sont avérées infructueuses. Petite fille, cela ne sert à rien de pleurer. Ne te laisse pas emporter. Sèche tes larmes et retire-toi. Un jour, il te reviendra. Aujourd'hui, elle porte les séquelles des pathologies causées par toutes ces frustrations. Je n'étais pas comme ça. Parce que cette histoire m'a traumatisée. J'ai failli perdre ma vie. J'ai eu la tension oculaire. Parce que tous les jours, quand je vois des mamans avec leurs petites fillettes en main, ça me fait pleurer. Et elle a perdu beaucoup de kilos et puis elle a même eu une maladie. On va appeler, je crois, nez oculaire. Ce qu'elle n'avait pas. C'est par rapport à la situation qu'elle a eu cette maladie-là. Qu'elle est psychologiquement touchée. Il y a le moment où elle reste dans la chambre, elle pleure et puis elle est même colérique. Bon, on sait que c'est par rapport à la situation qu'elle traverse et franchement ça peut provoquer autre chose. Je n'ose pas dire ce que ça peut provoquer, mais voyant son état, je pense que c'est un peu... Dans sa famille, c'est la détresse. On ne sait plus où se mettre la tête. Là, voyant comme ça nous touche aussi, nous qui sommes les membres de sa famille, puisque c'est nous qui vivons le truc tous les jours. Et elle n'est plus elle-même. Tout le temps, elle parle de son enfant et en plus c'est son seul enfant. Ça fait environ 3 ans que la situation dure et elle a parcouru beaucoup d'étapes, quoi. Elle est partie dans plusieurs tribunaux, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Dans cet état-là, franchement, ça choque toute la famille. Il est inadmissible que dans un pays de droit, les choses se passent comme ça. Une maman qui n'a pas le droit de voir son enfant, c'est pitoyable et pathétique même à la limite. On ne sait plus si nous sommes dans un pays de droit ou dans un pays de sous. Virginie ne cesse de pleurer. Ses larmes ont presque tari. À certains moments, elle regrette son existence sur cette terre. 2 ans, 3 mois sans voir mon enfant jour pour jour. Mai 2014, août 2016. J'ai besoin de cet enfant. Parce qu'en 2 ans, j'ai perdu plus de 10 kilos. Je suis fatiguée. Si ça continue comme ça, je vais me sacrifier. Je suis prête à me suicider pour mon enfant parce que c'est l'unique souvenir que j'ai eu à avoir dans la vie. Je suis dépassée, j'ai même voulu aller là-bas chez eux violemment. Mon père me dit reste tranquille, reste tranquille. Il dit non, laisse que je vais là-bas pour qu'on me mette la balle dans la tête. Il me dit laisse, ça va changer. Jusqu'aujourd'hui, ça ne change pas. Virginie a donc besoin d'aide. Elle souhaite retrouver l'amour de sa vie, sa fille, et elle a besoin de vous. Il te reviendra. Non, petite fille, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je t'en supplie, petite fille.
C'est donc ça la nouvelle vie de Virginie Ngalleux. Depuis que la garde de l'enfant lui a été retirée de manière brutale, elle continue d'attendre. Elle garde espoir qu'un jour, son enfant va lui revenir et qu'elle sera davantage heureuse. C'est ce qu'elle souhaite d'ailleurs. Mais les choses se compliquent davantage malgré les démarches qu'elle a pu engranger. Également des négociations faites à gauche et à droite. Rien n'évolue forcément. Et pour cette deuxième partie, pour davantage comprendre avec notamment l'espace consacré à nos experts, nous recevons donc Maître Ntetmen Irène. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes Bonsoir, avocate au barreau du Cameroun. Bien évidemment. Merci Résidence à Douala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie. Vous avez tout de go suivi le reportage, vous avez écouté Virginie. Ouais. Vous êtes une mère, une femme. Est-ce que, à votre place, que feriez-vous? Je vous remercie. Déjà, je voudrais dire merci à votre télévision parce que j'ai l'impression que ce n'était pas par hasard que vous avez choisi une avocate pour venir suivre, apporter son expertise à cette situation qui est dramatique et c'est difficile d'accepter cela sur le point de vue de fait. D'avoir blessé une mère, c'est très difficile. Et par ricochet, on est en train d'hypothéquer l'avenir d'un enfant. Parce qu'un enfant, sans son père, sans sa mère, sans l'amour de ses parents, n'a certainement pas un avenir serein ou bien un avenir aux belles couleurs comme nous aimerions donner à nos enfants. Donc, c'est un témoignage très, très pathétique sur lequel mon expertise, si vous voulez bien, peut-être que je partirai d'abord sur le point de vue global pour dire quand des personnes décident de se mettre ensemble, ce sont ces personnes-là qui décident de se mettre ensemble, c'est les cœurs qui les poussent à se mettre ensemble. Pour moi, je pense que c'est le principe, c'est l'élan de cœur, de vivre ensemble. Si à l'issue de cette relation, il y a un enfant qui est une bénédiction, en réalité c'est une bénédiction, pourquoi faire mal à cet enfant qui n'a pas demandé de naître? Et cet enfant n'a pas demandé aussi à ses parents, n'aimerait pas voir ses parents dans une situation désastreuse. Alors, je pense que c'est cet esprit, c'est cette idéologie qui a mené le législateur à beaucoup plus s'intéresser à la situation de l'enfant. Chaque fois qu'il y a une crise dans un foyer, c'est-à-dire dans un ménage, j'ai cru entendre que pour le cas de Virginie, il n'y a pas eu mariage, mais il y a eu concubinage. Mais dans un mariage, c'est l'intérêt de l'enfant qui compte quand il y a une crise. C'est pour cela que quand il y a un divorce, le législateur est beaucoup plus regardant sur la situation de l'enfant. D'accord, nous allons revenir à vous. Vous allez davantage nous expliquer cette façon de faire, de voir des choses sur le plan juridique tout à l'heure. Alors, docteur Eyum Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, psychiatre, et vous êtes avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous également, vous avez suivi cette nouvelle vie de Virginie, oui, qui pleure au quotidien son bébé, qu'elle n'a pas vu depuis plus de 2 ans aujourd'hui. 2 ans, 3 mois. Voilà, c'est certainement une situation... alors le mot qui vient, c'est pathétique. Après, il y a tout ce qui est le ressenti de la maman qu'on voit, des émotions qui montent et même des propos de type « je vais arrêter de vivre », qui vont évoquer un peu toute la souffrance. Et ça, c'est une notion, hein, la question de la souffrance. Toute la souffrance et tout l'investissement affectif qu'elle aura mis en son enfant. Au point de dire finalement, il vaut mieux que je n'existe pas si mon enfant n'existe plus avec moi. Comme si on a pris tout ce qu'on possédait de soi et tout ce qu'on se disait de soi pour l'investir en quelque sorte dans son enfant et que si finalement l'enfant s'en va
et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le ramener, ben, il vaut mieux ne plus exister. On voit bien qu'il y a de la souffrance. Maintenant, on pourra discuter de comment essayer de la gérer. Merci. Merci d'être avec nous également ce soir dans le cadre de cette autre édition de Regard Social. Et toujours sur ce plateau, Madame Bella Henriette Henry. Tout ça, c'est pour vous. Bonsoir. Merci. C'est Madame Bella Henriette Henry. Alors, vous êtes responsable d'association. C'est l'association Enfants sans frontières. Oui. Vous êtes une mère également. Vous avez vu en cette femme les enfants que vous avez au quotidien. Oui, je suis une mère génitale et puis une mère spirituelle. Donc, j'ai vu tout ce que cette femme subit depuis plus de 2 ans. Parce qu'elle dit bien que ça fait 2 ans, 3 mois qu'elle n'a pas revu son enfant. Et là, chaque femme se retrouve un peu. Quand vous restez déjà un temps sans voir votre enfant, on imagine déjà ce que vous subissez comme souffrance. Et nous voyons aussi de l'affection qui manque, l'affection maternelle qui manque aussi à cet enfant. Et disons que, en ce qui concerne même aussi ce problème, nous voyons aussi que l'enfant n'est même pas seulement, c'est pas seulement sa maman qui manque l'enfant, même le père. Parce que selon ce que la maman nous a expliqué, on se rend compte que l'enfant est avec ses grands-parents. C'est la grand-mère et le grand-père qui gardent l'enfant. Le père même n'est pas à la maison parce que déjà, vu les explications de la maman de Virginie, c'est quelqu'un qui a plusieurs copines, plusieurs enfants. Donc il a une vie un peu désordonnée. Donc c'est pour dire que même cet enfant qui est là-bas à la maison ne voit même pas aussi son père. Je crois que c'est d'où part surtout la souffrance de cette femme parce que connaissant bien ce garçon, elle sait très bien que l'enfant vit seul. Si au moins elle savait que le père était sérieux. C'est la raison pour laquelle elle veut garder l'enfant avec elle. Il n'y a pas que ça, parce qu'elle a expliqué beaucoup de choses. Merci d'être venu ou d'avoir accepté cette invitation. Alors, maître, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre sur le plan du droit. Qu'est-ce que le droit prévoit en pareille circonstance? C'est vrai, ce ne sont pas les personnes mariées, c'est le concubinage, mais dans ce concubinage est né un enfant, et aujourd'hui, la mère ne peut plus voir son enfant. Ok. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut partir déjà du principe que, en réalité, la famille, c'est la cellule la plus protégée de la société. C'est la première institution de la société. Et quand on parle de famille, c'est le père, la mère et les enfants, quelle que soit la forme de relation qui unit le père et la mère. Quand il y a déjà le père, la mère et les enfants, c'est la famille. Alors, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de mariage, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas que l'enfant profite de tous les éléments qui constituent les droits d'un enfant issu d'un mariage. Le seul problème qui se pose, c'est dans la procédure. Autant les mariés seraient allés devant le juge pour demander leur séparation et le juge serait consacré à la garde de l'enfant, autant pour ceux qui ne sont pas mariés, comme tel est le cas, ils doivent commencer par le service social, qui devrait saisir le procureur de la République, parce que c'est des faits à dénoncer, et que le procureur puisse prendre des mesures pour que la garde de l'enfant revienne à l'un des parents. On doit enquêter la situation des parents. Si la maman dit que le père est irresponsable, elle peut le dire, et elle peut le dire comme elle nous le dit, parce qu'elle est blessée, c'est une femme blessée. Elle peut jeter le propre sur le père des enfants, mais il y a toute une enquête qu'on peut organiser autour de cette situation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'enfant se retrouve, n'est même pas entre les mains du père ni de la mère, mais c'est les grands-parents. En réalité, quelle est l'éducation que
le père, le soi-disant père qui pense être responsable, attend de cet enfant qui se retrouve entre les mains de ses grands-parents, certainement atteint d'une limite d'âge aussi. C'est pas parce que le grand-père se lève et dit aujourd'hui qu'il va tirer sur elle parce qu'il a été militaire ou gendarme ou je sais pas trop quoi, qu'il est forcément, qu'il a toutes les aptitudes à pouvoir garder cet enfant. Aussi, il faut regarder le fait que l'enfant a besoin d'un de ses parents pour grandir dans des conditions normales. C'est pour ça que le législateur demande que l'enfant, la garde de l'enfant soit assurée par l'un des parents. Dans ce cas. Et cette garde est réglementée. La garde suppose qu'il y a aussi les droits de visite. Alors, maître, dans ce cas, il y a quand même... le législateur a prévu que le parent peut prendre l'enfant à un certain âge, 7 ans minimum. Ça dépend des cas. Ce qui est de... Ça dépend des cas. Si le parent qui sollicite la garde de l'enfant vit dans des conditions qui ne peuvent pas le permettre, il y a des parents irresponsables. Remarquablement irresponsables. Donc on ne peut même pas leur confier la garde d'un enfant de 10 ou de 11 ans, au-delà du fait qu'on parle des enfants de 7 ans qui doivent rester avec leur mère. Il y a des parents qui ont manifestement démontré leur incapacité de protéger leurs enfants, leur progéniture. On ne leur accorde que les droits de visite pour permettre un certain équilibre à l'enfant. Et il y a en fait là maintenant, elle est disposée à garder l'enfant et de l'autre côté, le papa n'est même pas là, il est plutôt avec les grands-parents. En fait, la garde de cet enfant devrait revenir à sa mère. Parce que même les conditions dans lesquelles il y a eu séparation ne devraient pas permettre que le père prenne l'enfant. Je peux imaginer pour dire que certainement il veut utiliser l'enfant pour faire un objet de chantage. Et en réalité, dans les couples, les gens utilisent les enfants pour en faire un chantage. Et c'est ça qu'il faut éviter parce que quand les couples les font, ils ne regardent pas l'intérêt de l'enfant. Il faut faire attention parce que les enfants, ça les marque très vite. Il y a déjà une séparation entre les parents, qui n'est pas facile de gérer pour les enfants. Mais s'il faut ajouter à cela cette manipulation, à regarder sa maman souffrir, cette femme quand elle pleure, son enfant regarde. Et à la télévision, c'est encore plus choquant. Quand cette fille, si on parle de cet enfant qui tombe en transe et tout ça, c'est parce qu'elle vit la souffrance de sa maman, c'est pas évident. Alors le législateur a tenu compte de tout ça et il y a tout un arsenal juridique qui doit protéger cet enfant. Ce n'est pas forcément parce que la maman pleure, mais on va regarder l'intérêt de l'enfant. Très bien. Alors, docteur, on constate véritablement que cette maman est touchée dans son âme pratiquement. Oui. Et en même temps, j'imagine que l'enfant serait en train de regarder la télé en ce moment. Et elle voit sa mère en train de revendiquer son enfant. Et elle là où elle est dans l'impossibilité de voir sa maman. Ça devient un choc également pour l'enfant aussi. Oui, certainement, ça va être difficile on ait une maman virtuelle comme ça qu'on va voir à la télé, à laquelle on ne peut pas accéder. Certainement, ça va être difficile. Mais permettez que je revienne sur la question de la famille. Et cette question du premier groupe social auquel nous allons appartenir. Et où l'enfant va grandir dans la bipolarité, papa, maman, deux forces qui souvent se complètent, mais qui parfois dans un mouvement d'incompréhension vont se combattre, et très souvent au détriment de l'enfant. Alors c'est ainsi que deux individus se rencontrent un jour, il y a quelques années, comme elle nous a dit, et veulent faire chemin ensemble. Mais seulement, ces individus-là créent un système, cette famille, mais viennent eux-mêmes de systèmes qui ont une certaine pression sur eux. Et chacun a sa famille, qui à un moment va vouloir nécessairement le bonheur de son enfant. Ils sont parents, mais ils sont d'abord enfants d'autres familles. Alors il y a ça, il faut bien voir le dessin. Et ensuite, avant même qu'ils ne deviennent parents, c'est un couple. C'est un couple parce qu'ils sont ensemble pour se faire du bien l'un à l'autre. Mais à un moment, ce couple doit évoluer et devenir parents. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas souvent parce qu'on est un bon amant
ou une bonne copine, qu'on a toutes les compétences nécessaires pour devenir un bon parent. Et là maintenant, le passage du statut de couple au statut de parent, les deux statuts devant cheminer ensemble après, fait souvent que ce passage fait souvent que l'un des statuts va souvent absorber l'autre et tuer voilà, les fonctions qui devraient s'exécuter toutes seules. Ça, c'est une chose à dire. Mais ensuite, pour qu'on puisse créer son propre système, sa propre famille avec ses propres enfants, il faut avoir la compétence de détachement qui fera que finalement nos familles d'origine ne nous retiennent plus. Et tant qu'on reste, alors je m'en tiens à ce qu'a dit madame, sans vouloir faire d'enquête ici, si on s'en tient à ce qu'elle dit du père de son enfant, il y a un tel lien avec ses parents en lui que finalement, on peut se questionner sur ses compétences de devenir parent sans subir l'influence de sa mère et de son père. Donc il y a déjà ça qu'on peut discuter. Maintenant, après, il faut aller faire des enquêtes pour préciser les choses. Mais l'autre chose maintenant, c'est que finalement, madame va se référer, elle, à son système d'origine aussi, à sa famille d'origine, qui, en difficulté ou évaluant le danger avec plus de raisonnement et moins d'émotion, va repousser un peu la bataille. Donc finalement, déception, parce que mon père à moi n'a pas la même force que le père de l'autre. Ça, il faut voir un peu tous ces débats qui peuvent se faire dans la tête. Donc il y a la maman elle-même qui est en souffrance. Son père lui a demandé de laisser tomber, mais elle restait tenace de toute façon. Alors, maintenant, il faut voir dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument et qu'est-ce qu'il a pensé pour pouvoir discuter. Alors là, c'est les familles d'appartenance, c'est les systèmes d'appartenance. Et chacun, maintenant, a son système de référence. Et j'ai entendu évoquer une tribu que ma belle-mère aurait dit qu'elle n'aime pas. Et après, on peut évoquer une religion, je m'en réfère à Dieu. Et chacun de nous a ses références qui vont finalement lui donner un ensemble d'inputs, alors pour parler comme les autres, qui va installer des applications dans son esprit, qui vont s'exécuter et le pousser finalement dans ses mécanismes de défense à se protéger et à vouloir gagner la bataille. Donc il y a là vraiment plein d'enjeux et plein de choses de la famille qu'on veut créer aux autres familles qui vont finalement fracturer tout ce qui était en construction. Et tout cela peut créer, tout cet ensemble de choses crée une autre façon de faire, de vivre également chez la maman. Oui, certainement, parce que finalement, là maintenant, elle va rester la maman sans pouvoir exécuter son rôle de maman. Et on entend bien dire dans le reportage, pour la maman, l'instinct maternel, c'est le bébé qui est roi. Mais finalement, on va être maman parce qu'on a porté un bébé, on a fait un enfant. Mais on ne peut pas finalement assouvir ce qu'on s'est fait comme devoir. Parce que finalement, en devenant parent, on a chacun d'entre nous une trajectoire qu'on se fait avec l'enfant qu'on a fantasmé, pour le dire comme ça, qu'on a rêvé. Finalement, cette trajectoire, si on est frustré dans son exécution, on va certainement ressentir ce qu'elle a. Et moi, j'aimerais rapidement, si vous permettez, en 10 secondes, dire que ce que j'entends dire, je pourrais me suicider, j'ai même pensé à me suicider. Alors, ça peut être jugé par certains comme, voilà, elle est faible, elle ne veut pas. Mais souvent, nous disons aux autres, c'est pas parce qu'on dit qu'on veut se suicider qu'on ne souhaite plus vivre. En fait, on ne voudrait plus vivre sa souffrance. C'est sa souffrance qu'on ne veut plus vivre. Parce que si finalement la souffrance n'existe plus, l'envie de ne plus vivre va s'en aller aussi. Voilà. Mais docteur, est-ce qu'elle peut changer d'avis? C'est possible aussi, se refaire refaire une nouvelle vie, c'est-à-dire faire un autre enfant et oublier peut-être cette souffrance. Alors maintenant, il faut bien se demander si l'enfant numéro 1 va remplacer l'enfant numéro 2. Rarement le numéro 2 va devenir le numéro 1 parce qu'il ne l'est pas déjà. C'est une nature des faits. Voilà. Donc, ça va être difficile de dire, alors, il faut que Pierre remplace Paul. C'est peut-être P et P, mais ça ne va jamais se remplacer. C'est une chose. Et ensuite l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il est difficile que l'investissement qui a déjà été fait soit repris à zéro. Et dans tous les cas, la cicatrice qui va être là, d'ailleurs, peut déjà pré-condamner le bébé qui va arriver, parce que dans la peur de le perdre, on peut être dans un agrippement qui va empêcher à ce bébé, qui va vouloir un jour quitter maman, aller marcher, aller à l'école, d'être tranquille sans que maman ne vienne tout le temps vérifier ce qui peut se passer si elle s'endort. Donc l'anxiété et l'angoisse que maman peut avoir transportée vers sa deuxième grossesse, venant du premier enfant, peut tout à fait être délétère pour ses futures maternités. Alors, Madame Bella, vous avez une association Enfants sans frontières. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir ou tout au moins d'accueillir chez vous des enfants qui viennent des parents de ce genre, c'est-à-dire des situations du genre, le père qui va chercher l'enfant parce qu'il ne veut plus que l'enfant reste chez la mère et venir le laisser chez vous? Merci.
Pardon. Je dois d'abord dire que nous travaillons sur le terrain, nous travaillons dans les familles. Pour ma part, je n'ai pas encore rencontré les cas de ce genre, c'est-à-dire on a enlevé l'enfant, le papa ne veut pas que la maman voit l'enfant, ou bien la maman ne veut pas que l'enfant, la mère voit l'enfant. Je n'ai pas encore rencontré ces cas, mais ce qui est là est que nous rencontrons toujours les couples dans les difficultés sur le terrain, dans les familles. C'est-à-dire que nous rencontrons la majorité des cas que c'est toujours les familles, les deux familles qui se mêlent toujours dans la vie des deux personnes. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous pensons que deux personnes qui sont faites pour vivre ensemble, on n'a pas besoin de se mêler dans leur vie de couple. Et ce n'est pas bien. En ce qui concerne le cas de Virginie, que nous sommes en train de vivre présentement, je pense que Virginie est déjà affectée. Selon ce que nous avons suivi ici, les explications, toutes les explications qu'elle a données et ce que nous avons vu à la télévision, Virginie est affectée premièrement, elle a besoin d'être encadrée. D'où elle est là, avec tout ce qu'elle a perdu, les kilos et tout, elle est déjà traumatisée. Elle a besoin de ça parce que si au départ, Virginie n'est pas encadrée par un spécialiste, je crois qu'elle peut aller au-delà. Avant, même si ça veut dire que quels qu'en soient les conseils qu'on va lui donner, quel qu'en soit, il faut d'abord qu'elle soit encadrée par quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine. Alors vous, quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez un cas comme celui-là, vous faites comment? Oui, je vais en venir. De deux, Virginie a expliqué beaucoup de choses. Parce que dans les explications que moi j'ai suivies, j'ai envie de poser les questions. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a fait beaucoup de démarches. Moi, j'ai eu à relever. Je me suis posé la question, comment? Les démarches, comment? Parce que là, on peut être dans une situation, on prend sa petite amie au quartier, on va vers les familles, on dit qu'on a fait les démarches. Ça a plusieurs formes. Mais les démarches, normalement, comme Maître était en train de le dire, je crois que si Virginie, selon moi, avait commencé par les services compétents, c'est-à-dire commençant par les services sociaux, par exemple, qui devaient beaucoup l'aider, parce que tout part de là. C'est-à-dire que c'est le début des démarches qu'on doit commencer. On ne chute pas directement au tribunal, ou bien par les gendarmeries, ou bien c'est là, parce que quand on dit que, elle peut bien dire qu'elle a besoin de la garde de l'enfant, mais non, ce n'est pas comme ça. C'est les enquêtes qui vont définir, les enquêtes sociales qui vont définir si elle mérite la garde de l'enfant. Mais il y a quand même la méthode utilisée par sa belle famille, entre guillemets, c'est-à-dire elle va laisser l'enfant pour quelques jours, ce qui était d'habitude, et elle repart pour une énième fois, impossible de ramener l'enfant. Je dis donc que dans cette démarche qu'elle a citée tout à l'heure, quand elle avait constaté que la belle-mère n'avait plus de sa présence chez elle pour rendre visite à son enfant, la première démarche était d'abord de se rendre au service social. Ça, c'est mon avis. Il fallait d'abord commencer par là, c'est-à-dire déclarer qu'elle a laissé l'enfant quelque part et qu'on ne veut plus d'elle là-bas pour voir l'enfant. Et ce sont ces services maintenant qui devaient l'aider dans les démarches. Mais ici, nous constatons qu'elle a fait les démarches et puis elle a posé le problème à sa famille aussi s'est délaissée et elle s'est retrouvée seule dans l'affaire. Si nous avons bien suivi, elle s'est retrouvée seule. Alors là, et vous voyez dans les explications qu'elle a données, déjà dans la vie du couple, il y avait déjà, c'était un peu tendu. Oui. Elle a bien dit. Elle a évoqué voilà, d'abord l'infidélité de l'infidélité, la jalousie, ensuite, bon, moi, les difficultés avec la belle-mère. Les difficultés avec la belle-mère. Donc elle a d'abord vécu une vie de couple tendue. Ce qui fait donc que quand ça vient encore s'ajouter maintenant qu'elle a laissé l'enfant chez la belle-mère et que la belle-mère l'empêche maintenant de regarder l'enfant, tout ça revient. Tout ça revient. Elle devait donc prendre les devants seule, sans passer par des services compétents qui devaient l'aider ou bien qui devaient lui montrer comment est-ce qu'elle devait procéder. Alors, Maître Ntetmen, elle a dit qu'elle a engagé en tout cas des procédures et chaque fois qu'elle allait quelque part pour se plaindre, elle rencontrait un mur parce que son beau-père a dit qu'il était tout puissant et il bloquait toute démarche qu'elle pouvait
engagé pour récupérer ou tout au moins voir ne serait-ce que sa fille? Alors, justement, j'ai commencé à parler de cette démarche-là. Mais il faut savoir quelles sont les démarches qu'elle a engagées. Est-ce qu'elle a saisi les personnes compétentes, les autorités compétentes, jusqu'où elle s'est arrêtée? Et pourquoi? Parce que je pense que personne, aucune autorité dans la ville de Douala, en principe, ne peut obéir au désirata d'un grand-père qui menace une maman de rendre visite à son enfant. Très honnêtement, je ne voudrais pas qu'on descende aussi bas et qu'on discrédite. Je veux qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a fait. Et ça va nous permettre maintenant de savoir pourquoi elle s'est arrêtée. Ça ne peut pas être un problème magique ou juste une question d'influence du père, du grand-père de l'enfant. Il n'y a aucune autorité qui peut laisser ça passer. On parle d'un enfant. Alors, Virginie, vous êtes encore sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour avoir la possibilité de rencontrer votre enfant? Je m'étais rendue à Bafoussam parce que j'étais d'abord au service social de l'Obaba. Il y a une dame là, elle m'a demandé où réside le père de l'enfant. J'ai dit Bafoussam. Elle me dit, et tu vas donc faire comment? Elle dit que je viens vous voir parce que moi je suis dépassée. Elle me dit, reviens plus tard. J'ai trouvé une autre. Je fais presque un mois. Hein. Je repars là-bas. Je ne sais pas si elle était stagiaire. Elle me dit, tu sais quoi, va à Bafoussam, aux affaires sociales. Je me suis rendue à Bafoussam. C'était en mai 2014. On l'a convoqué. Il s'est présenté aux affaires sociales. La dame lui dit, pourquoi tu ne veux pas remettre l'enfant? Il dit que c'est son problème. Je m'en fous. Tant que j'ai un père qui a porté la tenue, elle va me sentir. C'est comme ça que j'ai chuté pour le parquet de Bafoussam. Je suis allée rencontrer le procureur, tu sais André. J'ai expliqué ma situation. Il me dit, rédige rapidement une plainte. J'ai rédigé la plainte. On m'a remis la convocation, je suis allée déposer au secrétariat de la BISEC. Il a commencé à m'appeler, tu n'as encore rien vu. On a les relations jusqu'à la présidence. Tu n'as encore rien vu. C'est comme cela que quand on m'appelait, je m'y rendais sur Bafoussam. Donc je voyageais à minuit pour arriver à 5 heures. Il me dit, tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Je vais te montrer que nous sommes Bafia. Tu vas pleurer. Alors, donc aux affaires sociales, vous n'avez rien eu, pas de suite? Oui, aux affaires sociales, je n'ai rien eu. À la justice. Déposer votre plainte? À la justice. Ça n'a toujours pas le procès devait avoir lieu le 4 juillet 2014. J'arrive, le substitut procureur, M. Dipanda Eugène, il me dit, Virginie, tu es arrivée hier ou aujourd'hui? Il dit ce matin à 5 heures. Je suis allée juste me changer chez une amie. Il me dit d'accord. Il faut regarder la caméra. Il me dit adressez-vous à d'accord. ce grand public. Le bon monsieur s'amène à 10 heures. Le substitut me dit, Virginie, comme tu vois là, garde espoir. Il dit d'accord. Le gars arrive. Je dis, monsieur, on n'appelle pas mon affaire en salle. Il dit que là où nous sommes là, je ne comprends plus rien. Il a eu... Parce que le gars m'avait d'abord appelé 3 jours avant. Il me dit, tu n'as encore rien vu. Parce que quand j'arrivais devant le procureur de Bafoussam avec mon problème, il était tendu. Après, il a changé de comportement. Il avait changé de comportement le jour où je suis arrivée, ce 4 juillet. Le gars m'avait dit, il y a mon nez, c'est moi qui paie le procureur. Il est un autre ami. Tu n'as encore rien vu. Ok, alors vous l'avez écouté. Oui, je crois qu'elle n'a pas saisi la compétence territoriale nécessaire qui est indiquée. Je ne sais pas à Bafoussam. L'enfant, elle vit où? Vous vivez à Douala? Oui. L'enfant vit où? L'enfant vit à Niala. À Douala. Et le père vivait
à Bafoussam. L'enfant vit à Douala. L'enfant vit à Douala. Vous vivez à Douala. Si vous allez suivre ce monsieur à Bafoussam, vous allez faire 50 000 voyages. C'est normal. Alors, je voudrais rejoindre Madame Bella pour dire que Virginie se retrouve dans une situation de faiblesse parce qu'elle n'est pas assistée. Généralement, quand on est dans ce genre de situation, il faut s'armer. Elle n'a pas appelé l'expertise nécessaire. Je pense qu'il est temps pour elle que cette affaire qui est devenue publique, qu'elle se fasse davantage assister parce que, ayant mis cette affaire à nu face à des beaux-parents qui ne lui font pas de cadeaux physiques, qu'elle s'attende encore à d'autres batailles, puisque elle a commencé à avancer sans se délier les pieds. Il faut qu'elle se fasse assister par des experts. Il y a des avocats, il y a des assistantes sociales, il y a tellement d'outils qui sont mis à sa disposition, dont elle doit se servir. Parce que il n'est pas seulement question de l'intérêt de l'enfant, mais aussi d'une vie. Et on peut regarder et on va voir qu'on n'a pas que 2 vies. Il y en aura un 3e. Parce que le père, au moment où il va avoir face à lui un enfant téméraire qui ne voudrait plus l'écouter, parce que l'enfant aussi va arriver dans une situation extrémiste et va commencer à se braquer même contre son père et ses grands-parents. À ce moment-là, le père aussi risque de vivre la situation psychologique dans laquelle cette dame est. Alors nous aurons 3 malades sociaux. Excusez-moi du peu. C'est assez sérieux. Moi, je pense qu'il faudrait que Virginie se fasse, c'est un conseil, qu'elle doit se faire assister. Vous voyez bien que... Alors, dans tout ce que la procédure jusqu'ici, c'est parce qu'elle n'a pas... Oui, et vous voyez, c'est difficile parce que quand elle a parlé, moi, je me suis demandé qui a Douala, quelle est l'autorité qu'elle a saisie et qui a dit je ne peux rien faire. Mais si vous vous êtes arrêté au niveau de l'assistance sociale qui vous a répondu comme elle vous a répondu, c'est parce que vous n'avez pas été assisté. Oui, vous voulez dire? Oui, je voulais dire un truc. Parce que le procureur, le substitut du procureur, ce jour, se fâchait. Il disait, moi je n'aime pas ce qui n'est pas clair. Je ne suis pas là. Moi j'ai les enfants. Pourquoi tu refuses à la maman de voir son enfant? Dis-moi la date que tu vas remettre cet enfant. Parce que je suis fatiguée. Ça ne se passe pas comme ça. Il a dit, c'est aussi mon enfant, le substitut lui demande, c'est aussi ton enfant, c'est toi qui as porté cet enfant. Le substitut était déjà émouvant. Il dit, je vais remettre l'enfant le 4 septembre 2015, dans la veille le week-end de la veille de la rentrée. Le 4 septembre 2015, j'attends la rentrée parce que j'avais même déjà acheté les sacs, les petites choses de l'enfant. J'attends, j'appelle parce qu'il m'avait remis sa carte de visite. Je l'appelle, il me dit, mais je suis fatiguée, je ne sais pas comment tu vas faire. Reviens, je me prépare, je prends encore, je voyage, j'arrive sur Bafoussam. Je vois le procureur Tisseux. Je dis, monsieur le procureur, quand je suis entrée ici pour la première fois, vous m'avez soutenu. Donc aujourd'hui, les pauvres n'ont pas droit à la vie parce qu'ils sont soi-disant nantis. Je fais donc comment? Je ne vais pas bouger aujourd'hui. Je ne bouge pas. Je suis fatiguée. Il me dit, va voir mon collègue. Va voir mon collègue. Je vais voir le collègue du procureur. Il me dit, Virginie, comme tu vois, rentre sur Douala. Fais l'authenticité de l'enfant, va à la mairie. Je m'y rends à la mairie, à l'Obaba. Je fais tout. Il me dit, dépose au parquet. Je dépose au parquet de Nukoti. J'appelle un ami. C'était la même chose, quoi. Oui. D'accord. Alors, oui, madame, vous voulez dire? Oui, je voulais dire, nous avons déjà écouté Virginie. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Dans les démarches de Virginie, il y a un problème d'attitude.
c'est-à-dire de comportement, Virginie est déjà affectée. C'est-à-dire que déjà dès le départ, sa vie de couple l'a affectée parce que tendue. C'est cet esprit-là qui continue à l'animer, c'est-à-dire qu'elle a du mal à se contenir devant n'importe qui. Quand vous écoutez, elle est devant le juge, elle dit, les tels n'ont pas le droit de vivre, c'est pas déjà ça. Ça, je m'excuse. Parce que déjà, se retrouvant seule, alors, elle dit n'importe quoi, elle se comporte n'importe comment. Qu'est-ce que je pense? Moi, je dis ceci. Si Virginie avait été assistée par des services compétents, comme je l'ai dit au départ, on devait aussi enquêter cette famille-là, cette belle-mère, on devait aussi l'entendre. Parce qu'ici, nous trouvons devant une situation où c'est elle seule qui dit. Si aujourd'hui, on met les enquêtes au niveau de la famille, de sa belle famille, ce qui est sûr, cette grand-mère, cette maman qui a cette petite fille-là, aura aussi quelque chose à dire. Parce que les enquêtes, ce n'est pas d'un seul côté. Les enquêtes sociales, ce n'est pas d'un seul côté. Ce n'est pas seulement du côté de personne parce qu'elle a dit, elle est en train de dire tout ce qu'elle a dit. Mais les enquêtes, c'est qu'on l'écoute. On écoute aussi la famille qui a cet enfant pour maintenant évaluer où se trouve le problème. D'accord. Alors, Virginie, on a essayé, en tout cas, il faut déjà le rappeler, qu'on a tenté de joindre le papa en question. Il est injoignable. Oui. Ça, c'est ce qu'on a pu faire. Mais, docteur, vous avez écouté Virginie. Il y a un problème, en tout cas. Certainement. On comprend on comprend que Virginie est troublée. Oui. Non seulement elle n'est pas assistée depuis qu'elle est dans cette situation, oui. Elle fait comme elle entend et comme elle veut. Et ça devient, ça empire, la situation se complique davantage. C'est ça. Disons que, alors, elle fait peut-être comme elle entend, mais je ne suis pas sûr qu'elle fait comme elle veut. Parce qu'elle aurait peut-être voulu faire autrement aussi. Maintenant, pour faire simple, et pour bien lire la situation, nous avons à peu près 3 instances, hein, pour faire simple. 3 instances qui vont médier notre façon d'être un peu. Il y a d'abord la sphère intellectuelle, pour le dire comme ça. Il y a une sphère émotionnelle, et puis il y a une sphère comportementale. Et à des moments, quand on est désemparé, le système émotionnel qui lui est automatique et qui est fait de sensations, de sentiments, donc tout ce qui fait l'affectif, ben, il va prendre les commandes et puis il va empêcher le système intellectuel qui lui résonne et qui aime le calme de fonctionner. Du coup, on peut totalement être inhibé juste parce qu'on est désemparé. On peut être totalement inhibé et je vous garantis que madame aurait été dans des circonstances différentes, serait en train d'assister quelqu'un qu'elle aurait peut-être eu là des raisonnements qui auraient été un peu différents de ce qu'elle a maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on s'intéresse à la culture africaine, qu'on comprend pourquoi quand on est endeuillé, ben, dans nos villages, on ne faisait même plus la cuisine. C'est les voisins qui amenaient la nourriture et c'est finalement tous les autres qui avaient obligation de nous assister. On ne vous a pas vu aux cheveux d'un tel ou d'un tel, on ne vous a pas vu quand elle était malade avec votre panier de nourriture. Et c'est dans ce cadre qu'il est vraiment important de proposer à madame, justement, de se faire assister sur tous les plans. Sur le plan de ses émotions, parce que les canaliser pourrait justement permettre à son raisonnement d'être optimal et donc finalement de pouvoir poser clairement aux hommes de loi sa situation. Qu'est-ce qu'il faut pour elle maintenant, puisque nous sommes dans la phase des propositions? Alors, c'est le psy qui va parler là. Oui. Parce que le maître va revenir tout à l'heure et madame aussi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut pour elle? Il faut pouvoir contrôler ses émotions. Parce qu'on ne peut pas s'exprimer à fond si on laisse les émotions avant le filtre intellectuel. Parce qu'il faut que l'intellect puisse filtrer. Même si j'arrive et que je reçois une injure, si je laisse mes émotions se répandre, j'aurais peut-être pas tort, mais je serais responsable de ce que j'aurais fait. On peut finalement ne pas avoir tort d'avoir perdu son enfant, d'avoir vu son enfant s'en aller, mais on peut être responsable de ce qu'on aura dit. Il y a bien ces choses-là. Et puis, il y a bien une différence entre la vérité et le ressenti. Donc, si finalement le ressenti occulte la vérité, même ceux qui veulent aider ne pourront plus trouver les espaces nécessaires pour s'infiltrer. Alors, il faut être capable à un moment donné de se contrôler et en particulier de contrôler les émotions.
Parce que ces émotions, si on les laisse s'exprimer, eh bien, la sphère dont on n'a pas parlé, qui est la sphère comportementale, sera en tel mouvement que finalement, on ne pourra pas soutenir madame plus que ça. Voilà, merci. Alors, maître, maintenant que vous avez constaté, comme tous les Camerounais ou tout au moins les téléspectateurs qui nous regardent, que Virginie n'est pas assistée, raison pour laquelle elle est dans cette sorte de disparate, de dispersie, en tout cas, tel qu'on constate un peu, elle va à gauche et à droite, elle n'arrive pas à trouver la solution à son problème. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour elle maintenant? Alors, je ne serai pas très loin du psy, hein, parce que pour aller, oui, ça se lit. On est voisins là sur le... On est très voisins. Il faut d'abord qu'elle sache que parce qu'elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Elle a un problème. Il faut qu'elle prenne du recul et qu'elle sache qu'elle doit se laisser prendre en charge. C'est la première chose qu'elle doit faire. Deuxièmement, elle doit avoir la latitude de choisir le conseil qui doit l'assister. Il ne faut pas qu'elle se fasse accrocher par les petites copines du quartier. Parce qu'il y a le copinage, il y a la famille. Oh non, non, les avocats vont nous bouffer de l'argent, laisse tomber. On est déjà fini, on est mort, là, oublie ton enfant. Vous ne pouvez pas commencer une bataille en la perdant d'avance. Sinon, il ne faut même pas commencer. En ce moment-là, je dirais comme le docteur, c'est pas nécessaire que nous soyons là. Si nous sommes là, c'est parce qu'elle veut trouver une solution, qu'elle se laisse prendre, qu'elle choisisse un conseil. Le conseil va lui donner la démarche à suivre. Et quand elle a la démarche à suivre, ce n'est pas forcément de l'argent. Tout le monde a la possibilité de se faire assister d'un conseil. Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est une question d'accepter le concept. Parce qu'elle a à la suivre, à l'écouter. À chaque fois qu'elle a commencé un petit bout de procédure, déjà loupé, elle s'est arrêtée. Justement parce qu'elle est partie des coups de tête. C'est pour ça que je ne suis pas loin du psy. Elle part des coups de tête. Elle s'en va voir une dame au service social de leur baba et le service social lui dit n'importe quoi. Elle se met en route, elle s'en va rencontrer un procureur et elle cite le nom du procureur. Elle va s'en prendre au procureur, elle lui dit mais pourquoi vous ne me rendez pas justice et tout, alors que c'est pas exactement la démarche. Déjà elle devait parler à Bafsa. Alors vous êtes avocate, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Pour elle, vous n'allez pas me demander de prendre son dossier par effraction. Elle a besoin d'aide. Elle a le choix. Elle a besoin d'aide. Je suis disponible. Ça, je ne peux pas vous dire que je ne serai pas disponible à aider cette femme. Je vois ses souffrances. À quelque chose près, je les ai vécues. À quelque chose près. C'est une mère qui parle. Ça fait mal. Mais après, il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire. L'agencement normatif qu'il faut prendre pour atteindre un résultat qui va l'épanouir. Parce que ce n'est pas forcément qu'elle doit avoir l'enfant. Hein. Mais elle peut avoir le droit de visite de son enfant. Ça peut arriver qu'après toutes les enquêtes, on trouve qu'elle-même ne peut pas garder cet enfant. Voilà. Mais du moins, qu'elle ait le droit de rendre visite à cet enfant, de passer du temps avec l'enfant, de communiquer avec l'enfant, de déverser en cet enfant son amour. Donc, c'est un process. Alors, sur ce process, en tant qu'avocat, je ne suis pas obligée je ne peux pas lui dire forcément, il faut que je te suive, il faut qu'elle-même se libère et qu'elle dise, maître, j'ai besoin de vos services. Et on va y aller, mais qu'elle se rassure que ça ne sera pas une procédure de lundi et fini vendredi. D'accord. Qu'elle ait le temps d'accepter le process et qu'elle ne dise pas qu'elle a en face d'elle un bourreau qui a dit qu'il va... Si, madame, si vous êtes menacée en plus par votre beau-père, il y a encore une procédure pour lui. Voilà. Personne n'est à l'abri des sanctions
qui sont affectés au fait qu'ils commettent. Bien sûr. Très bien. Elle est, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. De toute façon, elle est là, elle a tout entendu. Alors, nous allons nous séparer. Madame Bella, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette femme? Ou alors? Je suis toujours du même avis que les deux prédécesseurs, dont le maître et le médecin. Je ne vais pas la dire que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que Virginie a besoin d'être encadrée. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un médecin qui doit d'abord la suivre, qui doit suivre ses émotions. Parce que vraiment, même quand vous suivez tout ce qu'elle a eu à expliquer, vous ressentez que quelque chose ne va pas en elle. Elle a un problème sérieux et qu'il faut suivre par un médecin. De deux, il lui faut une assistance juridique. Il lui faut une assistance juridique. Comme Maître l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut un conseil. Et ce qu'elle doit comprendre et savoir est que ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle veut voir l'enfant, machin truc, que automatiquement on va le donner. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Il faut déjà qu'elle le sache au préalable. C'est parce qu'il y a des procédures. Et avec l'assistance juridique, on va maintenant respecter les procédures, les démarches, et qu'elle-même aussi devra se soumettre et respecter. Donc, c'est ce que moi je pense. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'elle accepte les démarches de l'assistance juridique qu'on va lui proposer. Et qu'elle accepte que ce n'est pas parce qu'elle veut l'enfant qu'on va automatiquement lui donner l'enfant. Parce que ça demande beaucoup de procédures. Merci beaucoup. Alors, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire aussi à Virginie, c'est pas, le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir votre enfant que vous allez vous jeter en pâture encore et avoir un autre enfant parce que vous voudrez manifester le désir de la maternité. Déjà, si vous êtes dans cet état, la conception déjà va être difficile. Mais si la main de Dieu se pose vraiment sur vous et que vous avez cet enfant, il naît, sachez que avec la situation que vous n'avez pas pu remédier, vous allez créer une frustration entre les deux enfants. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais ça va être automatique. Pourquoi? Parce que vous avez pris une affection que vous avez complètement brouillée dans cette situation qui n'est pas heureuse. Je ne veux pas dire que vous faites mal de chercher à avoir votre enfant, mais à un moment donné, quand vous sentez que c'est pas, vous pouvez même lâcher prise sans toutefois vous affecter moralement. Maintenant, cet enfant qui viendra après va voir que maman a une bagarre, plus pour l'enfant qui est dehors, et moi qui suis avec elle, elle n'a plus mon temps. Ou bien, elle est plus affectionnée à moi et l'enfant qui est dehors va subir aussi une frustration. Les deux enfants risquent donc, à cause de vous mener la vie encore plus difficile. Nous avons déjà vu des situations où les enfants entre eux se disent tu es un enfant, les parents ne te connaissent pas, tu es un enfant bâtard, entre eux des frères. Ça se passe. Tout simplement parce qu'eux, ils ont le privilège de vivre dans la maison. Et après, il appelle l'autre qui est né de même père et mère que tu es un enfant bâtard. Alors si, évitez de créer dans cette situation. Je voudrais dire, je peux être brutale, mais vous allez accepter ce qui va vous convenir. Vous pouvez laisser cette situation et l'oublier et reprendre votre vie. Vous pouvez, parce que c'est votre enfant, ça ne changera pas. Même dans 20 ans, il vous reviendra. C'est possible. C'est assez difficile. C'est difficile, mais c'est possible quand vous avez pris beaucoup de recul. Ça, vous aurez traversé un seuil de la... Oui. Docteur, c'est possible? Oui. C'est possible. Après c'est possible, mais disons que... Parce qu'elle n'oublie pas le lien affectif. Oui. Alors, ce que j'aurais simplement voulu dire, c'est que on n'est pas fait des mêmes matériaux. Ouais. On arrive à la parentalité avec son histoire et sa génétique et avec ses blessures antérieures. Et souvent, une blessure de 2013 ou de 2014 va en réveiller une de 1950 que personne n'a vu ici sur ce plateau. Donc, il est très difficile de dire qu'on aura pu
escalader cette montagne quand on ne sait pas combien de kilomètres on a fait auparavant. C'est très compliqué de tout dire. Mais disons que ça reste une possibilité qu'on peut surmonter. Mais il faut évaluer déjà, les ressources qui sont là encore, et ensuite voir qu'est-ce que ça peut coûter comme ressource de tenter d'escalader et de se dire finalement, qu'est-ce qu'on choisit. Et quand on va choisir, si on décide de ne pas escalader ou d'escalader, ben finalement, on va devoir assumer. Et c'est là qu'on commence un vrai travail, dans le fait d'assumer. Et qu'est-ce qu'on va donc assumer? La bataille qui va durer, pas seulement de lundi à vendredi, comme dit Maître, ou alors le laisser tomber et le passer à quelque chose d'autre, qui risque quand même de laisser une cicatrice. Et je vais vous dire que ce n'est pas du tout un secret, il y en aura des détachements encore. Il y en aura des détachements. Il y aura quelqu'un qui va décéder un jour pas loin de nous. Il y aura une séparation de travail. Et on a bien vu la migration professionnelle de madame. Et il y aura plein de séparations qui, elles aussi, même si le départ de la fillette était la première situation, mais qui, elles aussi, ces séparations vont finir par réactiver l'actuel que nous débattons. C'est très complexe comme situation. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes docteur Eyoum Christian et que vous êtes psychiatre, pardon. Médecin psychiatre, voilà. Médecin psychiatre, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Irène Tetmen, merci également d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocate barreau du Cameroun. Merci, avec résidence à Douala. Merci Flavien. Bien entendu. Alors, Madame Bella Henriette, merci également. Vous êtes responsable d'association Enfants sans frontières. J'imagine que vous ferez beaucoup également pour cette dame et peut-être pour son enfant aussi. Merci pour l'invitation. Nous restons ensemble. Merci. Alors, nous allons vous permettre de vivre le cas social de ce soir. C'est bien entendu le cas du petit Israël et qui est donc souffrant. Et c'est depuis quelques semaines que ce cas est diffusé sur les antennes d'Equinox. Je vous invite à le regarder et juste après, nous allons recevoir Irène Nteme. Rien de spécial. Avoir une maman parcourir les couloirs du quartier Shell Nobel à Douala, capitale économique du Cameroun, avec son bébé. L'expression d'une chaleur maternelle que portent les entrailles de l'enfantement. Le midi, il n'y transparaît aucune curiosité. Et pourtant, les cris de cet enfant sont en réalité des pleurs qui cachent des tonnes de douleur. Bébé Israël n'est pas comme les autres. À 6 mois seulement, sur la terre des hommes, il porte une croix sur la colonne vertébrale.
Une pathologie dont la curiosité trouve ses limites dans le vocabulaire scientifique. Bébé Israël souffre d'une maladie connue qui a présenté les premiers symptômes dès la naissance. Quand l'enfant est né, quand l'enfant est sorti du ventre, déjà quand il sort du ventre, il a cette anomalie-ci. Il sort d'abord déjà plié, pas très bien formé, plié comme ça. On l'a juste réanimé, le pied coulé, c'est avec une petite ampoule là, au niveau du dos. C'était juste une ampoule ouverte. Avec la blessure, vous voyez la blessure ici, la blessure c'est juste refermé. La blessure s'est refermée parce qu'ils nous ont prescrit le daquin, oui, qui a refermé cette blessure comme ça. Donc c'était une blessure. Au fur et à mesure que ça s'est donc refermé, au fur et à mesure qu'il grandissait, le poids augmentait, le bobo augmente. Aujourd'hui, il a 5 mois. Voilà comment ça se présente déjà à 5 mois. Ce qui me fait peur, c'est que à 5 mois, si le bobo est déjà comme ça veut dire que si nous retardons jusqu'à 1 an, ça serait plus large. C'est ça qui me fait peur. Ça veut dire que inquiétant, significatif, contraignant ses parents à adopter une approche spéciale pour le mettre dans son lit. Plus dur, il passe une partie importante de son temps à pleurer. À pleurer sans cesse, sous la tendresse impuissante de ses parents. il passe le temps à pleurer, il pleure. Et moi, ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas, franchement. J'ai mal à sa place. Ce qui me fait le plus mal, c'est l'effet de voir gros et l'effet qu'il pleure. Donc je me dis que, franchement, il a mal. Parce que quand je touche, j'essaie même de toucher. Il se saute. Oui, il se saute. Donc, ça me fait vraiment le plus mal. Je ne mange pas comme tout à l'heure là. La maman m'a acheté le pain avec l'avocat. Je n'ai même pas pu finir. Juste une tranche d'avocat parce qu'il est en train de pleurer. Donc, je ne peux pas manger facilement quand je l'entends pleurer. Il est toujours en train de pleurer parce qu'il a mal. Comme je suis, il a vraiment, franchement mal. Maintenant, il dort, il se repose. Il ne fait pas, quand il dort, il ne fait même pas 5 minutes. Il va se réveiller tout à l'heure, il va recommencer à pleurer. De longueur de journée comme dans la nuit. Dans la nuit, on ne dort même pas. Parfois, son papa se balade avec lui partout pour qu'il essaie au moins de dormir. L'enfant est devenu la risée de tous, subit des moqueries dans le piège de l'indigence. Son père est un vigile de profession qui, du haut de ses 45 ans, gagne à peine le salaire minimum. Sa mère, quant à elle, a dû abandonner son travail de ménagère pour se consacrer exclusivement à l'encadrement de son enfant. Pourtant, il faut dans l'urgence mobiliser des moyens financiers pour une intervention chirurgicale. Moi-même, j'ai honte de l'enlever. Quand je lave le bébé,
Les gens viennent regarder, il y a ses cousins qui viennent regarder, ils fuient. Les bébés, d'autres enfants qui viennent souvent jouer dans ma chambre, qui regardent, pourquoi, tata, pourquoi le bébé, il a ça. Les enfants partent en courant, les enfants ne reviennent plus dans la chambre. Les enfants ont peur de voir ça. Même ses frères, personne ne le porte le bébé. Si ce n'est pas moi, c'est son papa qui le porte. De longueur de journée, c'est moi qui le porte. Je n'arrive plus à faire la lessive. Parce que dès qu'il commence à pleurer, je dépose tout, je le porte. Puisque là, personne ne veut le porter. Il n'y a que moi qui le porte. Je suis obligée de le porter. Son papa au travail, il est obligé d'aller. Il vient de commencer à cause de ce problème. Donc, le petit salaire, à la fin du mois, j'achète le lait pour qu'il puisse au moins se nourrir. Pour qu'on ne le perde pas. Parce qu'il faut au moins qu'il soit nourri. Et il ne prend pas le sein. Il ne prend pas le sein, il ne fait pas l'allaitement maternel parce que à cause de ce problème, il a été beaucoup malade, hospitalisé même à la Quintini. Avant qu'on ne sorte, nous avons déjà d'abord dépensé à la Quintini. Donc, nous sommes sortis donc de là, venus à la maison. Ça fait déjà Dans l'entourage immédiat, le portefeuille est plutôt vierge et le tonnement conséquent. Même la grand-mère de ces bébés est tombée des nues. Elle peine à comprendre par quelle porte ce malheur est entré dans la famille. Je n'ai jamais, dans ma famille que je me suis née, ou bien ou la famille de laquelle je me suis mariée, je n'ai jamais vu. Même en train de même avec les oreilles. Seulement l'enfant là. C'est le docteur qui connaît. Moi, je sais pas. C'est le docteur qui peut vous dire. Quand je vois le bébé là, je ne suis pas tranquille avec cette maladie-là. En attendant, le petit Israël et ses parents se partagent une chambre de fortune dans une concession familiale. La pathologie, quant à elle, connaît une évolution au point d'affecter ses parties congénitales. De temps en temps, je remarque que quand je le lave le matin, ici, le testicule, vous voyez comment c'est gros ici. Parfois, ça enfle. Parfois, il y a un côté qui enfle. Et après, ça redevient normal. Et puis, le pénis, il n'est pas... Ça, c'est la peau. Il est à l'intérieur, là. Ça, ce n'est que la peau. Il n'est pas encore si possible. Non, il n'est pas encore si possible. Seule une action de solidarité pourrait mettre fin à cette douleur. C'est dans le cas du petit Israël qui porte un véritable fardeau. Et vous l'avez constaté, il a besoin de votre aide. Et comme vous avez l'habitude de le faire, ses parents attendent bien entendu que vous soyez à leur côté en faisant un geste. Donc, et c'est ce qui est d'ailleurs attendu avec Irène Tembe qui est sur ce plateau. Irène, bonsoir. Bonsoir Flavia. Et merci d'être là. Qu'est-ce qu'on devrait savoir face à la situation de le petit Israël? Face à la situation du petit Israël, nous avons les différentes contributions suivantes. Anonyme, 20 000 francs. Yomsi de Limbe, 10 000 francs. Aimé, 50 000 francs. Dehele Pierre, 2 000 francs. Hervé Femtao, 1 000 francs. Anonyme, 30 000 francs. Simo Jean Pascal, 10 000 francs. Anonyme, 25 000 francs. Watan Jos, 2 500 francs. Peor RC, 3 000 francs. Nasser,
100 francs. Ngake Adel, 5000 francs. Anonyme de Bonamoussadi, 5000 francs. Famille Yepnungonga, 2000 francs. Bonin, 1000 francs. Anonyme de France, 30 239 francs. Anonyme du Congo, 30 000 francs. Famille Siotue, 5 000 francs. Ngo Guidjol Rebecca, 10 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Famille Dormond Diofat, 2500 francs. Anonyme, 10 000 francs. Anonyme, 15 000. Anonyme, 5 000 francs. Dodo La Joie, 5 000 francs. Geneviève Banin, 10 000 francs. Famille Semo Sango, 2500. Nankam Hugues Morel, 5 000 francs. Cameson Karine, 2 000 francs. Anonyme, 20 000 francs. Mouafi, 100 000 francs. Le maire Jean-Albert Bongongi, 50 000 francs. Anonyme, 3 500 francs. Mettan Tegam, 10 000 francs. Maïdi, 25 000 francs. Madame Dominique, 5 000 francs. Famille Fondio Christian, 30 000 francs. Koumoua Fopol, 10 000 francs. Rose, 10 000 francs. Rosette, 20 000 francs. Anonyme, 1000 francs. Anonyme, 2000. Nagil, 2000. Anonyme, 1500. Anonyme, 3000 francs. Anonyme, 5000 francs. Martine, 10 000 francs. Anonyme, 10 000 francs. Ndjokampoako de France, 40 000. Anonyme, 2 000 francs. Anonyme, 24 000 francs. Un pasteur anonyme, 200 000 francs. Anonyme, 10 000 francs. Anonyme, 30 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Iof Elise, 10 000 francs. Nana Philippe, 25 000 francs. Momo Christelle, 5 000 francs. Ketswa Terren, 9 500 francs. Ngouné Saturin, 3 000 francs. Ngouné Saturin, 3 000 francs. Waku Blaise, 5 000 francs. Anonyme, 35 000 francs. Anonyme, 20 000 francs. Kwame Djokouamou Chanceline, 20 000 francs. Famille Okala Serge, 5 000 francs. Aoudé de la cité Sikam, 3 000 francs. Famille Yochumko, 5 000 francs. Gouep Messi Patrick du Machimbopi, 4 500. Dehele Pierre, 2 000 francs. Anonyme, 15 000 francs. Hélène, 5 000 francs. Famille Takoudjou, 5 000 francs. Et c'est tout. C'est donc tout. En tout cas, les contributions sont toujours attendues. Tout à fait. Voilà. Merci. Vous ne partez pas. Regard Social reçoit ce soir une association, l'association Vivantes Humanitas. Les représentants sont sur ces plateaux. Ils ont apporté une contribution de 100 000 francs CFA pour le petit Israël. Voilà. Vous remettez à Hélène. Oui, Irène? Oui, Flavien. Vous voulez... Je voudrais ajouter un mot. Je tiens à remercier l'association Vivantas pour son geste en faveur du petit bébé Israël. Et je remercie tous les bienfaiteurs qui ont bien voulu contribuer pour le cas du bébé Israël. En ajoutant que les contributions continuent à être attendues au 690 50 50 94. Nous sommes toujours à votre écoute au 690 50 50 94. Merci bien. Nous allons donner la parole aux membres de cette association qui sont sur ce plateau. Il y a Charlie Wandi. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Il y a Madame Kwamou. Voilà, Kwamou. Nana, merci également d'être là. Alors, votre association a contribué, comme bien d'autres associations également. Qu'est-ce qui a motivé cette contribution? C'est en principe le cas de toute la famille, pas seulement du petit Israël, mais la souffrance de tous les parents
de tous les frères et sœurs qui entourent le petit Israël. Alors, c'est donc Vivates Humanitas. Voilà. Ça veut dire quoi cette association? Elle fait dans quoi? Nous faisons dans les aides dont nous sommes spécial. Nous avons comme objectif d'aider les gens, de former les gens et de prendre soin d'apprendre aux gens à prendre soin d'eux-mêmes. Bon, et dans le cadre des aides, par exemple, nous avons déjà eu à faire des dons dans les centres hospitaliers à Yaoundé et à Bafoussam. Nous avons eu à faire des dons dans les écoles pour encourager l'excellence scolaire. Nous avons eu à financer les petits métiers. Par exemple, le Colbox à Douala, le café-restaurant à Yaoundé. Et aujourd'hui, vous avez pensé au petit Israël? Oui, effectivement, parce que nous faisons aussi dans l'hygiène, la protection de l'hygiène et de la santé. Merci d'être venu et merci d'avoir apporté votre contribution. Irène, nous allons bientôt nous séparer. Oui, je tiens à préciser que le total des contributions pour le cas social du bébé Israël, grâce aux dons de l'association, se remonte au montant de 1 219 839 francs. Merci à vous donc Irène, merci également à nos amis de l'association Vivates Humanitas et vous pouvez également faire comme cette association et comme bien des associations qui passent très souvent sur ces plateaux pour apporter leur contribution à ces différents cas sociaux qui sont également révélés au grand jour. Merci à vous Irène Tembe. Voilà. Merci également à tous les téléspectateurs, ceux qui sont restés à regarder ce programme. C'était donc Regard Social. Merci à toute l'équipe de production qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette autre édition. Merci et à très bientôt sur Equinox.